Ça y est, l'enregistrement est lancé, donc on est, officiellement, en, réunion tous ensemble, cette formation avec, Michael, Zemmour. Donc merci, encore, Michael de prendre le temps, sur tes vacances, d'être avec nous, ce soir. Heu on va passer, 30 minutes, ensemble à parler impôts, et cotisations, sociales. Juste pour, rappeler, toi, tu te présentes comme, économiste, faisant de l'économie politique de la transformation de l'État-providence, de la fiscalité et des inégalités. Tu es enseignant-chercheur, et tu es aussi, chercheur associé, dans un laboratoire d'évaluation des politiques Ouais. publiques. Donc ce soir, l'idée c'était, de se demander assez, basiquement, en fait, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle, d'impôts, et de cotisations sociales? Donc ça voudrait déjà dire que les cotisations sociales et les impôts ou l'impôt, c'est pas la même chose. Mmh. Donc je pense que c'est ce que tu vas nous dire. Moi, je crois avoir à peu près le même niveau que pas mal de gens qui sont, en ligne et je me dis: «Bon voilà, les impôts, ça finance les charges publiques, les cotisations sociales, ça finance plutôt la protection sociale». Et donc avant juste de te passer la parole, je vais, me présenter parce que c'est vrai que, j'ai complètement oublié, navrée. Donc je m'appelle Héloïse Duché, je suis militante, féministe. Et pendant la campagne, j'ai participé, au canal, Telegram et aux initiatives, qui avaient été lancées, par, Caroline Dehaas, notamment. Voilà et donc j'anime ce soir, cette formation et il y a, Caroline et Aude qui sont, dans le chat et qui nous, passeront, vos questions. Donc hésitez pas à poser des questions, dans le chat, pour qu'on puisse, être tous ensemble. Et je disais donc, qu'est-ce que c'est donc cette différence entre les impôts et les cotisations, sociales? Est-ce que c'est, trop large? Tu veux que je réduise un peu? De téléphone, mais c'est bon. Hem, donc, les impôts et les cotisations sociales, tout ça, c'est un ensemble de ce qu'on appelle en économie, donc moi je suis économiste, c'est mon approche, les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, donc c'est les ressources qu'on va prélever, sur les individus, ça peut être, toi, moi, ça peut être les entreprises aussi. Pour financer un certain nombre, d'actions publiques et on n'a pas le choix de les payer. C'est une décision qui est prise collectivement par, le Parlement chaque année pour les impôts et qui va permettre de payer un certain nombre de choses. Alors, peut-être, il y a 2 grandes familles, on fait cette distinction et qui va dans le sens de ce que tu as dit, entre impôts et cotisations sociales. En gros, en très gros, je simplifie beaucoup, c'est la commande. Les impôts, ça finance l'État, les administrations publiques, les collectivités locales, donc les mairies, les départements, les régions. Et en fait, l'État prélève sur l'économie plein de recettes dont il dispose librement. C'est son mode de financement et une fois qu'il a ses recettes, chaque année, à chaque exercice budgétaire, il peut décider d'affecter ses ressources à l'école, à l'hôpital, etc. C'est un principe fondamental qu'on appelle de non-affectation des impôts. Et ça veut dire qu'en fait, les impôts, ils sont consentis démocratiquement par les parlementaires chaque année qui votent ces impôts et ils sont utilisés librement par l'État, le gouvernement avec l'accord du Parlement, qui peut en faire ce qu'il veut. Les cotisations sociales, c'est aussi un prélèvement obligatoire, mais qui a une destination. On ne peut pas en faire n'importe quoi. Quand les cotisations sociales, c'est un prélèvement très particulier qui est prélevé sur les salaires, grosso modo, avec une part de l'employeur, une part des salariés. Et contrairement aux impôts qui vont financer tout, les cotisations sociales, sur votre feuille de paye, il y a une ligne qui indique où va aller chaque cotisation sociale. Donc, comme tu l'as indiqué, les cotisations sociales, elles vont aller financer de la protection sociale, mais pas n'importe laquelle. La partie de la protection sociale qui est dans des caisses qu'on appelle des assurances sociales. Donc là-dedans, il y a la sécurité sociale qui va s'occuper des retraites de la famille, par exemple.
ou de l'assurance maladie. Il va y avoir l'assurance chômage ou les retraites complémentaires. Donc d'un côté, on a l'impôt qui sert à tout et dont l'État dispose librement, et de l'autre côté, la sécurité, enfin, les cotisations sociales, qui sont une forme de mise en commun d'une partie du salaire par les salariés pour financer des choses très précises qui sont les assurances sociales. Il y a d'autres protections sociales, par exemple le RSA, qui n'est pas financé par cotisation sociale, ou les aides au logement, mais ce qu'on appelle les assurances sociales, la protection qui vient du monde du travail et qui est financée par les salaires, qui est financée par les cotisations sociales. Donc ça, c'est pour poser un petit peu la distinction entre les deux. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à reposer des questions. Ensuite, on peut essayer de peut-être de faire un petit jeu. On a beaucoup de prélèvements obligatoires, beaucoup. Donc les cotisations sociales, je fais un gros paquet qui regroupe toutes les cotisations sociales, même si à l'intérieur on a retraite, famille, chômage, maladie, etc. Donc on a les cotisations sociales d'un côté. Et on a de l'autre les impôts. Alors je peux vous en citer quelques-uns. On peut dire l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TVA, la CSG, qui est à moitié une cotisation, à moitié un impôt, et l'impôt sur les fortunes immobilières, par exemple. Et juste une question pour vous, à votre avis, dans tout ce que j'ai cité là, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent chaque année? Alors ça, vous pouvez répondre dans le chat. Et pendant ce temps, je vais te Alors TVA, dire. TVA, 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 CSG, TVA, TVA, CSG. Ah, une dissidence, cotisation. Oui, je t'ai interrompu, Ouais, Héloïse. et en fait, il y a eu des questions, et notamment, il y a Aude qui se demandait depuis quand les impôts existent, hein, ou si tu me répondre assez rapidement là-dessus, et comment ça se fait que les impôts ne sont pas attribués aussi précisément que les cotisations sociales, hein. Ouais. Alors, depuis quand les impôts existent, je ne sais pas, je ne suis pas historien, mais ils existent depuis qu'il y a des États. Donc, dès qu'il y a eu des pouvoirs et des États, il y a eu des impôts pour financer au départ les armées et les administrations. Donc, ça existe depuis l'Antiquité. Et au fur et à mesure que les États s'établissent et se modernisent, les impôts se développent. Et notamment, il y a un lien entre le développement des parlements et des impôts. C'est-à-dire que dans l'histoire, on a détaché l'impôt de la caisse personnelle du roi. Et au fur et à mesure qu'il y a des parlements qui sont établis, la première prérogative d'un parlement, c'est de pouvoir vérifier et consentir à l'impôt. Et ça existe depuis, je ne sais pas, le XVIe siècle, je crois. Et c'est un Ok. enjeu important de la Révolution française. Alors pourquoi les impôts ne sont-ils pas attribués aussi précisément que les cotisations sociales? Ben, c'est justement cette idée que dans un système politique, et en particulier dans un système démocratique, on lève l'impôt sur tout le monde et on donne à l'État les moyens d'agir. Et donc en fonction des besoins et de la délibération des représentants, il va pouvoir faire face à tel ou tel besoin. S'il y a une guerre affecter de l'argent à l'armée, historiquement ça a été beaucoup ça, ou payer des fonctionnaires pour embaucher des profs, par exemple. Et donc, ce principe de non-affectation, c'est ça qui permet finalement à un gouvernement de gouverner. Le gouvernement est pas lié par le fait qu'une recette finance une dépense en particulier. Donc, c'est ça qui permet de faire de la politique et d'avoir des moyens d'action. Et c'est plutôt l'inverse. La protection sociale, c'est une exception. Et ça, c'est plutôt le fait de l'histoire. Historiquement, les salariés ou les employeurs ont mis une partie de leurs ressources en commun pour faire face aux accidents de la vie. Et quand ça s'est développé, pour des raisons historiques, institutionnelles, mais aussi des raisons de défiance vis-à-vis de l'État, on a dit ça, c'est pas de l'argent de l'État. C'est notre salaire qu'on met en commun pour notre propre protection. Et donc, on ne peut pas prendre de l'argent des cotisations sociales pour financer une école ou un porte-avions. Ça répond? Ok. Ouais, très bien. Et Alors, du coup, je on vais voit bien peut-être l'enjeu répondre à ma propre démocratique. Il y a eu question. beaucoup de réponses autour de la TVA, en fait. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai vu en plus, mais même si tout a été cité, du coup, Alors, c'est qu'est-ce à qui la fois rapporte une le très plus? bonne réponse et pas tout à fait. Si on prend juste les impôts, la TVA, c'est effectivement la première source de recettes publiques. Alors, quand j'ai regardé sur un site internet plutôt libéral, mais hyper bien renseigné, qui s'appelle FIPECO, les recettes de TVA, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 200 milliards d'euros par an, et c'est la première recette fiscale du côté impôt. Mais en fait, et c'était là le piège de ma question, les cotisations sociales, euh,
C'est la première ressource bien avant les impôts, les cotisations sociales, l'ordre de grandeur, alors je vérifie pour pas dire de bêtises, c'est un tiers des recettes publiques au total. Et donc, l'ordre de grandeur, c'est forcément, c'est quasiment 400 milliards d'euros et peut-être plus. Juste les cotisations sociales en dehors de la CSG. Donc, la première recette publique, c'est les cotisations sociales. La deuxième, c'est la TVA. Et pas très loin derrière vient la CSG. La CSG qui est un mélange entre les deux. Ça ressemble beaucoup à un impôt, mais comme les cotisations sociales, ça va financer exclusivement la sécurité sociale et l'assurance chômage. Et c'est une sorte de mix entre les deux. La différence avec une cotisation sociale, c'est que c'est pas prélevé uniquement sur les salaires, c'est prélevé sur tous les types de revenus, y compris les revenus des retraités ou les revenus du capital. La différence avec un impôt, c'est que contrairement à l'impôt, l'État n'en fait pas ce qu'il veut, ça finance forcément la sécurité sociale. Et donc, pourquoi est-ce que je posais cette question-là? Parce que les impôts dont parfois on parle le plus, l'impôt sur le revenu par exemple, ou l'impôt sur les sociétés, ce ne sont pas du tout les plus grosses sources de recettes. C'est des impôts qui ont leur importance dans notre système, mais qui ne sont pas les plus grosses sources de recettes. Et puis la deuxième chose, c'est que je voulais insister sur une idée que souvent les militantes et les militants connaissent, mais que tout le monde n'a pas en tête. Parfois, on entend notamment des responsables ou de gouvernement dire tout le monde ne paye pas d'impôts. En réalité, tout le monde paye des prélèvements obligatoires et très largement. Tout le monde paye de la CSG sur quasiment tous les revenus. Tout le monde paye de la TVA en allant acheter du pain ou un café ou à manger massivement. Et donc, les prélèvements obligatoires, c'est bien la mise en commun des ressources de tout le monde. Certaines personnes ne payent pas de l'impôt sur le revenu, puisqu'il faut être dans les 50% de la population les plus aisées pour payer de l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, c'est un petit impôt parmi d'autres. Ok, ça c'est. Est-ce que, en fait, comme tu nous as dit que l'impôt, globalement, à partir du moment où les gens commencent à s'organiser entre eux et vivre en société, on lève l'impôt. Les cotisations sociales, elles apparaissent quand? Alors, j'ai bien compris que tu n'étais pas historien, mais Les ça cotisations a aussi sociales, elles sont, en tout cas, avant 1945, il y avait déjà quelques caisses. Il y avait des caisses d'assurance sociale ou des caisses ouvrières, mais qui ne concernaient pas tout le monde. En 1945, on met en place le régime général de sécurité sociale qui va concerner tous les salariés. Et là, on fond des choses qui existaient déjà et donc on met en place des cotisations sociales sur l'ensemble des salaires qui vont venir financer cette caisse de sécurité sociale. Donc en gros, sur leur forme actuelle, ça date de 1945. Et c'est une spécificité française, occidentale, européenne ou c'est Alors, il y en a dans de très nombreux pays, pas tous. Au Danemark, il y en a très peu, mais il y a dans beaucoup de pays, par exemple aux États-Unis, ou enfin dans beaucoup de pays, ça va financer que certaines petites choses, souvent le chômage, souvent un peu de retraite. La spécificité de la France et des pays qu'on appelle d'Europe continentale, c'est-à-dire l'Allemagne notamment, la Belgique, c'est que les cotisations sociales jouent un rôle important dans la protection sociale, puisqu'elles vont financer non seulement la retraite et le chômage, mais aussi une partie des assurances maladie. Et ça, c'est une différence qu'on a avec beaucoup de pays. En France, l'assurance maladie, elle est socialisée pour l'essentiel. On a des mutuelles, mais c'est une petite part. Là où, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance maladie publique pour tout le monde et on paye des cotisations, mais des cotisations à des organismes privés qui sont en fait des primes d'assurance. Ça, c'est une vraie différence. Et c'est une des raisons pour lesquelles en France, on a plus de prélèvements obligatoires que dans d'autres pays. On a un certain nombre de dépenses, que ça soit du côté des services publics comme l'école, ou que ça soit du côté de la santé, qui vont être socialisés et qu'on va pas payer de notre poche directement, on va les payer via des cotisations sociales ou via des impôts. Ok, alors il y a eu, il y a des questions sur, par exemple, sur comment est-ce qu'on peut faire pour, enfin, est-ce que tu connais toi les méthodes des ultra riches pour faire de l'optimisation fiscale? Euh, Alors oui,
Je les connais pas toutes, mais il y en a une qui m'interpelle particulièrement et qui est d'actualité et que j'ai mieux comprise en lisant notamment les travaux d'un économiste qui s'appelle Gabriel Zuckman, et qui a fait avec un collègue à lui, Emmanuel Seize, un bouquin qui s'appelle Le triomphe de l'injustice. Il y a plein de façons qu'ont les riches pour faire de l'optimisation fiscale. Globalement, on peut dire que notre système fiscal, il est plutôt progressif, il est juste. Plus on gagne, plus on a des revenus importants, plus on paye. Ça marche plutôt bien. Mais il y a des trous importants et des trous qui concernent les gens très riches. Parmi ces trous-là, il y en a un qui est très important, c'est un trou sur l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt sur le revenu des entreprises. Si elles font pas de bénéfices, elles n'en payent pas. Si elles font un peu de bénéfices, elles en payent un peu. Si elles font des gros bénéfices, elles sont censées en payer beaucoup. Le problème, c'est que depuis des décennies, et ça a été organisé comme ça au niveau mondial et au niveau européen en particulier, il y a des entreprises, et en particulier les multinationales, mais pas seulement, qui s'arrangent pour pas payer l'impôt sur les sociétés. Alors, je t'explique rapidement. Alors, c'est moi ou on a un peu perdu? Il y a eu une entreprise comme ça qui s'est fait épingler, notamment par les Anglais il y a quelques années, c'était Starbucks. Je schématise. On me dit que ma connexion Internet est instable. Ouais, C'est bon? Je suis revenu? ouais, là, tu es revenu, ouais. Ok. Euh, donc, Starbucks, donc grande entreprise qui vend du café, comme chacun sait, je simplifie un peu le mécanisme, mais c'est pour que vous compreniez. Il y a quelques années, a été épinglé par des parlementaires britanniques parce que Starbucks déclarait 0 € d'impôt sur les sociétés. Pourquoi ils ne payaient pas d'impôt sur les sociétés? Parce qu'ils disaient qu'ils ne faisaient pas de bénéfices. C'est très bizarre. Une compagnie qui ouvre chaque mois des cafés partout, qui vend des cafés dans tout le pays, qui embauche des gens, probablement qu'elle fait des bénéfices, sinon elle n'ouvrirait pas autant de cafés. Et en réalité, on s'est rendu compte que cette compagnie, comme beaucoup d'autres, arrivait à ne pas payer d'impôt sur les sociétés par une astuce. C'est qu'elle avait ouvert une filiale dans un paradis fiscal, je ne sais pas lequel, mettons le Luxembourg par exemple ou l'Irlande, et dans ce paradis fiscal, elle avait logé une société qui était propriétaire, par exemple, de la marque Starbucks, du logo, ou d'une qualité de café en particulier. Ce qui fait que quand vous alliez prendre votre café au Starbucks du coin, vous payez votre tasse, qui va servir à payer l'employé, le café, etc. Et la partie qui aurait dû faire des bénéfices, elle ne sera pas enregistrée en France, elle va être repayée sous forme de royalties à Starbucks Luxembourg. Et Starbucks Luxembourg, il n'y a personne, il n'y a rien, c'est juste une boîte aux lettres qui est propriétaire de la marque ou de la variété de café, mais qui, au nom de cette propriété, va enregistrer les bénéfices. Et l'astuce, c'est qu'au Luxembourg, l'impôt sur les sociétés est très faible, voire on pouvait même négocier pour payer zéro. Et donc, par ce système qu'on appelle de manipulation des prix de transfert, en gros, il y a énormément de sociétés multinationales qui sont capables de loger les bénéfices qu'elles font réellement en France dans un autre pays. Elles les logent comptablement, ça ne veut pas dire qu'ils y sont, mais ils sont enregistrés dans d'autres pays, pays où elles payent très peu d'impôts sur les sociétés. Et ça, c'est un gros trou dans le système fiscal, à la fois parce que ça coûte de l'argent aux pays comme la France, comme les États-Unis, etc. Et aussi parce que c'est une source d'injustice, c'est une façon pour les personnes qui possèdent ces sociétés d'échapper à l'impôt. C'est d'autant plus injuste qu'une fois qu'elles ont échappé à l'impôt, il y a des systèmes qui leur permettent de rapatrier l'argent immédiatement, donc l'argent est même pas coincé au Luxembourg. Donc ça, c'est un des mécanismes par lesquels les plus riches, et notamment les sociétés multinationales, échappent à l'impôt. Ok, donc là, tu nous parles justement de comment est-ce il se retrouve des trous dans les impôts, mais il y a aussi des trous dans les cotisations sociales, ce qui paraît étonnant. On nous parle tout le temps, par exemple, du trou de la Sécu. Hmm. Lui, il se crée comment, ce trou-là? Alors le trou de la Sécu, il y a pour le coup, il y a des gens qui font un peu d'histoire en économie, notamment mon collègue Nicolas da Silva, qui montre que depuis qu'il y a de la Sécu, il y a des débats au Parlement sur le trou de la Sécu. Et depuis qu'on a créé la Sécu, il y a des débats au secours, c'est la faillite, euh, on va jamais y arriver, et voilà. Alors.
Quand on parle de trou de la Sécu, on parle d'un déficit, c'est-à-dire d'une différence entre les recettes de la sécurité sociale et des dépenses auxquelles elle doit faire face. Le déficit de la sécurité sociale actuellement, alors j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais il est relativement modéré. Il est beaucoup plus modéré que le déficit de l'État. Mais comment il se crée? Il se crée d'une manière simple. On fixe un niveau de cotisation sociale à un niveau donné, et puis les dépenses auxquelles la sécurité sociale doit faire face, pour payer les retraites, la maladie, etc., c'est des dépenses qui peuvent être dynamiques, par exemple parce qu'on a de plus en plus de retraités. Donc on a les recettes à un niveau, on a les dépenses qui augmentent plus vite, et puis par-dessus ça, vous avez des gouvernements libéraux, par exemple les gouvernements qu'on a actuellement, qui vont avoir tendance en plus à creuser un peu les recettes, en faisant des exonérations, donc diminuer un peu les recettes. Et donc dans cette tension entre des dépenses dynamiques, des recettes qui le sont moins, voire qui sont affaiblies, se crée ce qu'on appelle un déficit et qui est nommé trou de la Sécu. Est-ce qu'un trou de la Sécu, c'est grave en soi? Aujourd'hui, il n'est pas très gros, mais ça appelle une réponse. Donc, soit on pense qu'on a des nouveaux besoins auxquels il faut faire face, et à ce moment-là, il faut financer la sécurité sociale pour refermer le trou. Soit on pense, et c'est un peu la logique du gouvernement actuel, ben, on a moins de recettes, et ben on n'a qu'à baisser les dépenses. Et quand il y a eu la réforme des retraites, c'était cette logique-là. Écoutez, on avait fixé le niveau de recettes pour les retraites, le niveau de cotisation sociale. On l'a même un peu baissé. Vous êtes de plus en plus de retraités, bah tant pis, on va pas payer plus pour les retraites. Vous allez travailler plus longtemps. Donc vous partagerez les mêmes recettes à plus nombreux en ayant des retraites plus courtes. Et donc, quand on a un trou de la Sécu, ça devrait appeler un débat de politique publique. C'est pas une panique, c'est on a des nouveaux besoins. Qu'est-ce qu'on va faire collectivement? Est-ce qu'on les finance ou est-ce qu'on n'y fait pas face? Et on peut dire pareil pour la maladie, par exemple. Est-ce que finalement, on augmente les moyens de l'hôpital et de l'assurance maladie pour faire face aux besoins de se soigner? Ou alors est-ce qu'on ne le fait pas, mais à ce moment-là, ça aura un coût. Ça veut dire que votre complémentaire santé, ou ce que vous aurez à payer de votre poche si vous arrive un accident de santé, va augmenter si vous êtes capable de le payer. Et donc, ça devrait ouvrir un débat politique de ce côté-là. Ok, et, on s'était donné une demi-heure, ça va bientôt être la fin de ces 30 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des dernières questions, à les mettre dans le chat. Moi, il y avait quand même deux arguments que je pense que tu pouvais nous donner. Là, ça va être... alors, il y a la question sur la CSG. Il y a eu plusieurs questions. En fait, les gens ont l'air de pas comprendre et aussi pas comprendre comment ça se fait que quand on est retraité, on en paye plus. Non, on n'en paye pas plus, on en paye. Alors, la CSG, bon, les cotisations sociales, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un prélèvement proportionnel à votre salaire et qui va financer les caisses d'assurance sociale. Mais les cotisations sociales, ça n'est prélevé que sur les salaires. La CSG, c'est un prélèvement qui est proportionnel aux revenus, mais pas uniquement les salaires, tous les types de revenus. Donc, ça va prélever aussi les revenus qui sont de la retraite. Et ça va prélever aussi les revenus qui sont des revenus du capital, par exemple si vous recevez des dividendes ou des intérêts. Voilà. Et donc la CSG, c'est un prélèvement qui va prélever tous les types de revenus à un taux en général autour de 9% pour financer la sécurité sociale. Et donc la différence entre une cotisation sociale ordinaire et la CSG, pour un salarié, il n'y en a quasiment pas. Pour un salarié, la CSG, c'est presque comme une cotisation sociale salariée. Ce n'est pas les employeurs qui le payent, c'est les salariés. Mais par contre, pour un retraité, il y a une différence. C'est-à-dire que les retraités payent très peu de cotisations sociales, mais ils vont payer de la CSG. Ou par contre, quand vous recevez des revenus du patrimoine, des dividendes, par exemple, des intérêts, vous allez payer aussi de la CSG. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la CSG est plus proche d'un impôt, c'est qu'elle n'est pas seulement assise sur les salaires, elle est assise sur tous les types de revenus, mais elle a ce point commun avec les cotisations sociales qu'elle va financer les assurances sociales. Donc, je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Ouais, ce que je disais juste avant, c'est que là, on va être en vacances, on va prendre des apéros, on va être en repas de famille. Est-ce que tu pourrais nous donner deux ou trois arguments pour défendre la justice fiscale? Moi, je pensais notamment à notre oncle Robert qui nous parle beaucoup de charges.
et de l'augmentation des charges ou de l'augmentation du coût du travail, notamment. Euh, et voilà, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors, bon, le vocabulaire en termes pour les économistes ou pour les gens qui s'occupent de la protection sociale, effectivement, on n'emploie pas le terme de charge, on emploie le terme de cotisation parce que ça veut dire que c'est une façon de mettre en commun notre revenu pour faire face à deux choses. Soit une perte de revenus, je suis à la retraite, je suis au chômage, j'ai pas de revenus, on va mettre en commun le salaire pour faire face à ces événements-là. Soit faire face à des besoins, par exemple payer des frais de santé. Ou, donc, voilà. Donc, on emploie plutôt le terme de cotisation parce que c'est une autre façon de payer quelque chose. Au quotidien, vous pouvez payer quelque chose en payant son prix. Eh bien, par la protection sociale, on va payer la même chose, mais de manière collective, sous forme de cotisation, et en répondant au principe de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Donc, si vous avez un faible salaire, vous avez un faible niveau de cotisation. Si vous avez un salaire plus élevé, vous avez un niveau de cotisation plus élevé, mais vous allez recevoir en fonction de vos besoins. Est-ce que vous êtes au chômage, à la retraite ou en situation de maladie? Alors pourquoi est-ce que certains utilisent le mot charge? Il y a deux raisons. La première, c'est une raison comptable. Les comptables, ils vont compter les charges d'une entreprise. Dans les charges, ils comptent même les salaires comme des charges. Oui, mais donc il y a une partie du salaire qui va directement aux salariés. Il y a une partie du salaire qui est la protection des salariés, ce sont les cotisations. Et donc les comptables, peut-être qu'ils emploient ce vocabulaire de charge qui, moi, m'est pas familier. Il y a une deuxième raison pour laquelle on emploie parfois le mot charge, c'est pour discréditer ces prélèvements-là, et ça c'est une raison politique, et pour dire, bah, en fait, c'est quelque chose qui pèse sur l'économie, qui pèse sur les salariés, qui pèse sur les entreprises, et qui les empêche de fonctionner. Et en faisant ça, ben, on déforme un peu la réalité, parce que l'exemple le plus frappant, c'est les États-Unis, mais on pourrait dire la même chose de la Suisse. Mais prenons les États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance maladie généralisée et il y a une très très grande partie de l'école qui est privée. Bah, dans ces pays-là, vous avez moins de cotisations sociales, beaucoup moins qu'en France, mais tous les salariés doivent payer des assurances qui sont parfois obligatoires, privées, très chères, qui ne remboursent pas toujours aussi bien, et doivent en plus mettre de côté pour payer l'école de leurs enfants, voire l'université derrière. Mais en France, on a une autre façon de faire face à ces dépenses, la mise en commun, socialisée. Et donc, si on était dans un autre pays où il y avait moins de cotisations sociales et on avait moins d'assurance maladie et moins de retraite, les employeurs, ils devraient quand même payer leurs salariés plus cher parce que ces salariés auraient besoin de mettre de côté une partie de leur salaire pour payer ces cotisations, pour payer l'école de leurs enfants, etc. Et en fait, quand on compare les pays les uns aux autres, on ne peut pas dire que le coût du travail en France est plus élevé que dans les pays où il y a moins de cotisations. Simplement, il y a un peu moins de salaire net, un peu plus de cotisations, mais par contre, on a la santé presque gratuite, on a l'école presque gratuite. Ok, ça c'est quand même des super arguments, je pense, pour nos... C'est intéressant pour convaincre autour de nous. Il y a eu plusieurs questions qui voulaient te demander comment est-ce qu'ils peuvent approfondir. Alors, toi, tu as publié il y a quelques années le système français de protection sociale aux éditions de la Découverte. Donc, il y a déjà ce livre-là. Tu as cité le livre de Nicolas da Silva. Mhm. Est-ce que là, voilà, pendant les vacances, là, pour approfondir, qu'est-ce que les gens peuvent lire ou écouter sur ces questions-là, qui pourraient leur donner des arguments, notamment, pour convaincre autour d'eux? Les deux premières choses qui me viennent, donc il y a plein de choses de plein de collègues, je peux citer des noms de collègues, je crois qu'il y a Bruno Tinel qui a écrit des choses intéressantes là-dessus. Mais surtout, moi je conseillerais d'aller regarder les articles d'Alternative économique, qui est disponible en ligne avec des super journalistes. Euh, les noms ne me reviennent pas tout de suite, mais soit l'émission On n'arrête pas l'écho de Tiffaine, non, Entendez-vous l'écho de Tiffaine de Roquigny, qui va passer la main à la rentrée sur France Culture en podcast. Et à chaque fois, c'est une heure sur un thème en particulier où on peut approfondir. Et il y a souvent des choses sur les prélèvements obligatoires, l'origine des impôts, les cotisations sociales.
Donc peut-être en mode vacances, entre guillemets, c'est les deux directions que j'irai regarder. Donc Super. Là, dans le podcast chat, il y a Anthony les... Boulipo et alternative économique Dans le avec chat, il y a des gens qui ont déjà mis le lien Sandrine vers les Foulon. Ouais. émissions. Vous êtes super, merci beaucoup. Donc, plusieurs, voilà, plusieurs personnes ont rappelé que effectivement 30 minutes sur un sujet aussi vaste, c'est compliqué. Donc, merci beaucoup, Mickaël, Merci à toi. d'avoir réussi quand même à nous donner énormément d'informations et à revenir à être pédagogique. Je trouve ça super que vous ayez été autant. On est 300 là actuellement, 296. Euh, le replay sera en ligne. Vous pouvez aller sur le Telegram. On continue de prendre des inscriptions. On se retrouve, on va arrêter là les formations, mais on se retrouve à la rentrée pour d'autres formations. Et puis, bah, bonnes vacances tout le monde, et on espère que cette nouvelle première ministre, enfin qu'on pourra fêter son installation à Matignon en septembre quand on se retrouve. Au revoir, Mickaël. Au Au revoir revoir, à tous. bonsoir à toutes et tous. Merci de l'invitation.